Soldats du 5e, reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un seul homme qui veuille tuer son empereur, il peut le faire. Me voilà. Adieu, terre des braves, je te salue. Adieu, France. Adieu. Il est resté immobile depuis ce moment jusqu'à 5h49 du soir, qu'il a rendu son dernier soupir. C'est dans les temps difficiles que les grands hommes déploient toute l'énergie de leur caractère et deviennent un objet d'admiration pour la postérité. Il a été le plus grand ennemi de l'Angleterre, et aussi le mien. Mais je lui pardonne tout. À la mort d'un grand homme, nous ne serions éprouvés que recueillement et regret. Le 5 mai 1821 à 17h49, Napoléon meurt à l'âge de 51 ans sur l'île de Sainte-Hélène. Chateaubriand dira qu'il venait de rendre à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Napoléon, prisonnier des Anglais, s'est éteint après 6 ans de déportation sur un rocher perdu au milieu de l'océan. 6 longues années, pendant lesquelles il n'aura de cesse de façonner son histoire et de construire sa légende pour la postérité. L'infortune seule manquait à ma renommée. J'ai porté la couronne impériale de la France, la couronne de fer de l'Italie. Et maintenant, l'Angleterre m'en a donné une autre plus grande encore et plus glorieuse. Celle portée par le Sauveur du monde. Une couronne d'épines. Napoléon, le crépuscule de l'aigle, une série réalisée par Franquistas et Pierre de Valais. 4e épisode, l'Évangile de Sainte-Hélène. Napoléon, après sa 2e abdication, est contraint à l'exil une seconde fois. Sous la surveillance des Anglais, il est déporté loin, très loin, sur un rocher perdu au milieu de l'océan Atlantique. Après 3 mois en mer, Napoléon et ceux qui peuvent l'accompagner débarquent à Sainte-Hélène, l'île où il devra vivre sa captivité. Les Anglais vont à présent déployer un dispositif sans précédent pour empêcher toute tentative d'évasion. Il faut savoir que le dispositif militaire pour garder Napoléon est unique dans l'histoire mondiale. Jamais on n'a consacré autant de moyens pour garder un seul homme. Pierre Branda, historien, auteur de Napoléon à Sainte-Hélène. Parce qu'en fait, il y a l'île de Sainte-Hélène, mais plus que ça, c'est tout l'Atlantique Sud qui est réservé à Napoléon, parce que la flotte britannique d'Atlantique Sud a reçu, à partir de l'arrivée de Napoléon, pour mission essentielle de réguler le trafic maritime pour empêcher toute évasion. Donc en fait, on a réservé un océan à Napoléon parce que avec cette distance, on veut comme ça construire un premier cercle. Le second cercle, c'est la flotte britannique qui est maintenant dévolue à garder Napoléon et non plus à autre chose, quasiment plus rien d'autre. D'ailleurs, le commandement de la flotte est transféré du Cap à Jamestown, la capitale de Sainte-Hélène. Donc 4 navires, 3 en permanence autour de l'île. La navigation, enfin l'accès, l'approche de l'île est interdite à tout navire non britannique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on est en train d'ériger comme ça un autre cercle de défense maritime, donc très difficile à franchir. La flotte britannique est la première du monde, hein. Il faut le savoir. La 3e, c'est l'île elle-même, hein. C'est une île donc constituée de falaises très hautes, dont les baies d'accès sont très étroites, donc peuvent être bien défendues. Une seule peut être vraiment accessible par mer, c'est celle de Jamestown, mais là elle est entourée de forts. Les autres, on peut absolument pas, les courants marins interdisent qu'on y débarque, enfin sinon on fracasse le navire sur les rochers. Donc déjà, naturellement, elle se défend toute seule, ou presque. Alors néanmoins, malgré ça, sait-on jamais, les Anglais vont construire des petites murailles de Chine dans les baies existantes, d'autres sur lesquelles ils vont installer plus de 500 canons. Il faut savoir que ces 500 canons, c'est 2 fois ce qu'il y avait à la bataille de Waterloo. Hein, je veux dire, donc c'est dire l'échelle dans laquelle nous sommes. Et installés, avec les troupes qui étaient déjà là, environ 3000 hommes de troupes. Construit en fait Sainte-Hélène, une île prison absolument inexpugnable. J'ajoute que les 2 îles voisines, de 1000 km, Tristan d'Acunha et Ascension, sont envahies par les Anglais, qui se les accaparent, des fois qu'elles servent de base arrière à une expédition. Donc, enfin, vous voyez, je veux dire, le cercle est très très large et vraiment très pensé pour un seul homme. Et c'est
véritablement la démesure. D'ailleurs, personne ne comprend cette démesure-là. Napoléon Ier, mais aussi les commissaires alliés qui se rendront sur l'île de Sainte-Hélène, tout le monde est effaré. Par ça, le commissaire Balmain aura cette formule, dira chaque fois que je marche, je trouve un soldat anglais dans chaque arbre. Enfin bon, et à l'intérieur de l'île, elle sera réorganisée de façon à ce que, à chaque point de passage des routes, il y ait des sortes de douanes intérieures auxquelles on délivre des mots de passe. Enfin, l'île n'a pas, effectivement, il n'y a pas de porte de prison, mais en fait, elles sont encore plus hermétiques que n'importe quelle prison. Et en fait, on est en train de concevoir quelque chose à la mesure de ce géant de l'histoire, en fait. Quelque part, et d'ailleurs, le conte de Jonathan Swift est contemporain, il est de 1816. C'est Gulliver parmi les Lilliputiens. Je ne veux pas insulter les amis anglais, mais je veux dire, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on est en train d'enchaîner un géant de peur qu'il ne fasse quoi, on ne sait pas d'ailleurs, mais quelque chose d'épouvantable et qu'on ne pourrait pas arrêter. L'exil de Napoléon à Sainte-Hélène va coûter extrêmement cher puisqu'il va falloir envoyer plusieurs milliers d'hommes dans l'Atlantique Sud. Charles-Éloi Vial, historien, auteur de Napoléon, la certitude et l'ambition. Il va falloir pourvoir leur entretien, leur nourriture, leur logement, les solder. Donc on estime que cela coûte 320 000 livres par an, c'est-à-dire 8 millions de francs par an. Donc c'est vraiment une somme conséquente. Pour vous donner une comparaison, la liste civile de Napoléon, c'est 25 millions de francs par an qui servaient à faire vivre toute la cour impériale. Donc là, on a vraiment une somme énorme qui est investie pour garder Napoléon sur cette île. Simplement pour vous dire, le fonctionnement de la maisonnée de Longwood, c'est théoriquement 12 000 livres par an. Un petit peu des dépassements, mais ça permet de faire vivre une cinquantaine de Français. Donc, en fait, c'est Napoléon qui coûte le moins cher dans cette affaire. Ce sont surtout les soldats, les navires, les armes, les fortifications qui vont être faites sur l'île. Ça, c'est un investissement très lourd, et on sait que c'est un investissement quasiment sans lendemain, puisque une fois Napoléon mort, tout cela ne servira plus à rien. Lorsque Napoléon arrive à Sainte-Hélène, rien n'est prêt. Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon. Les Anglais, bien sûr, ont prévenu le gouverneur de l'île, mais il a été prévenu quelques jours avant l'arrivée de l'escadre qui lui amène Napoléon, et donc pas grand-chose de prévu. Donc Napoléon va passer sa première nuit dans une espèce de pension de famille qui se trouve en pleine ville. Alors n'exagérons pas, ça n'est pas une mégalopole, c'est une ville de quelques centaines d'habitants, mais enfin c'est la seule ville de Sainte-Hélène. Et donc on l'installe dans cette pension Porteus, qui est donc son premier lieu de résidence. Et puis dès le lendemain, l'amiral Cockburn et le gouverneur veulent lui montrer le lieu où on a prévu de le loger, parce qu'on a un petit peu réfléchi. On s'est dit que sur le plateau de Longwood, là un petit peu sur les hauteurs de l'île, il y avait la maison secondaire du vice-gouverneur de l'île, et que par conséquent cette maison était vaste, qu'elle était peut-être confortable, et qu'on y logerait Napoléon, mais bien sûr après y avoir fait les travaux nécessaires pour des agrandissements, des aménagements, l'installation d'un certain nombre de commodités. Donc Napoléon galope jusqu'à Longwood pour aller voir ce nouvel endroit. L'amiral Cockburn n'a pas choisi Longwood, le futur lieu de résidence de Napoléon, au hasard. Cet endroit remplit selon lui toutes les conditions nécessaires à la surveillance de l'empereur déchu. Longwood est isolément situé à une distance des parties de l'île qui sont habitées. Conséquemment, aucun des habitants n'a et n'aura vraisemblablement le besoin de venir ou même de passer dans son voisinage. C'est l'habitation la plus éloignée des points de la côte qui sont toujours accessibles aux bateaux. Alentour s'étend un terrain plat que des sentinelles peuvent facilement garder et qui est parfaitement convenable pour prendre l'exercice du cheval et pour faire d'agréables promenades à pied ou en voiture, ce qu'on ne trouve pas dans toutes les parties de l'île. La première réaction de Napoléon en voyant Longwood n'est pas négative. Probablement sont-ils montés sur ce plateau un jour où il ne faisait pas trop mauvais. Le temps de Sainte-Hélène est un temps tropical, donc c'est une île très très agréable à vivre, avec cette difficulté que sur les hauteurs, il fait toujours un petit peu plus froid, puis surtout il pleut souvent parce que les nuages viennent percer sur les hauteurs. Mais le jour où Napoléon y monte, il voit quelque chose. Bon, il sait qu'on va faire des travaux, donc en connaît-il la nature exacte? On n'en sait rien, mais enfin bon. Tant qu'à avoir une maison, autant qu'elle ne soit pas au milieu de la population, qu'elle soit un petit peu à l'écart de la vie de Sainte-Hélène. Et puis, cette maison, à première vue, a l'air assez grande, et puis on va encore l'agrandir. Ce n'est plus la splendeur des Tuileries, mais qu'importe. Si je suis déchu de ma puissance, je ne le suis pas de ma gloire. Je conserve mes souvenirs.
Mon âme est libre et indépendante, comme lorsque j'étais à la tête de 300 000 hommes. L'injustice et la force peuvent maltraiter mon corps, mais la réprobation de tous les peuples et celle de la postérité me vengeront. En arrivant à Longwood, enfin déjà en débarquant d'ailleurs à Sainte-Hélène, Napoléon est relativement optimiste parce qu'il pense que c'est une sorte de punition qu'on lui impose. Il s'est mis cette idée en tête, que c'est un exil qui va être temporaire, qu'on va le laisser 2 ou 3 ans loin de l'Europe, et puis qu'on finira par le rapatrier, ou peut-être par l'envoyer aux États-Unis, mais qu'il sera dans un endroit un peu plus civilisé. Donc il y a cette idée chez lui que c'est quelque chose de temporaire, qui ne doit pas durer. Il faut dire que l'île n'est pas des plus désagréables. Il arrive à un moment où il fait relativement beau, il va passer ses premières semaines aux Briars, donc un pavillon tout à fait charmant avec un très joli microclimat, et c'est seulement à Longwood qu'il va se rendre compte qu'il est sur le point le plus désagréable de l'île au niveau du climat. Il y a du vent, il y a de la brume, c'est très humide, mais quand même il ne se plaint pas parce que la maison a été refaite à neuf. Donc la maison n'est pas grande, elle n'est peut-être pas parfaite au niveau de la distribution des logements, mais c'est un logement neuf, tout à fait correct, il a un appartement qui est acceptable, donc ça va. Ça va d'autant plus qu'il se dit que ça ne peut qu'aller mieux, puisqu'on va sans doute lui envoyer, d'ailleurs ça va être le cas, on va lui envoyer du mobilier d'Angleterre, on va régulièrement entretenir la maison, la repeindre, donc il se dit que c'est acceptable, et ça n'est que dans les années qui suivent que la maison va se dégrader, notamment à cause de l'humidité et à cause des rats, que sa santé va finir par se ressentir aussi, comme celle de tous ses compagnons, de cette humidité incessante, de cette atmosphère complètement étouffante, moite de Longwood. Ça n'est qu'au bout de quelques mois que vraiment il va se rendre compte que c'est un endroit invivable et qu'on l'a placé au pire endroit de l'île. Effectivement, quand Napoléon s'installe 2 mois plus tard dans sa résidence définitive à Sainte-Hélène, son impression sur ce qui sera sa dernière demeure a changé, comme le raconte le comte de Lascaz dans le mémorial de Sainte-Hélène. On s'est mis en route pour Longwood. L'empereur a monté le cheval qu'on lui avait fait venir du Cap. Enfin se déroulait pour nous une portion nouvelle de notre existence sur le malheureux rocher de Sainte-Hélène. On venait de nous établir dans nos futures demeures, de nous assigner les limites de notre sauvage prison. Longwood se trouve dans une des parties les plus élevées de l'île. Des vents éternels, parfois violents, emballés constamment à la surface. Des nuages le couvrent presque toujours. Le soleil, qui y paraît rarement, n'en a pourtant pas moins d'influence sur l'atmosphère. Il attaque le foie si on n'y prend pas garde, si on ne s'en préserve pas avec soin. Des pluies abondantes et soudaines achèvent d'empêcher qu'on ne distingue ici aucune saison régulière. L'Angleterre, dans tous les pays européens, est le seul qui n'a jamais reconnu l'Empire français. Donc, pour les Anglais ou le gouvernement britannique, il n'y a pas d'empereur Napoléon. Il y a éventuellement un premier consul, donc chef du gouvernement français, puisque en signant la paix d'Amiens, l'Angleterre a de fait reconnu le gouvernement consulaire, et donc par conséquent, ils utilisent non pas le titre de premier consul, puisqu'il est fort clos depuis longtemps, mais ils utilisent le grade de Napoléon, donc général de division, et donc il devient pour eux le général Bonaparte. Et ils en font une affaire d'État, si l'on peut dire, et à l'inverse, Napoléon en fait lui aussi une affaire d'État. Lui, il se considère comme étant un empereur, et donc il refuse cette appellation de général Bonaparte. Alors, ça donne lieu à des guerres à la fois qui ont l'air un petit peu ridicules, mais qui en fait sont des questions de principe extrêmement importants, qui font que les Anglais refusent tous les écrits, tous les courriers dans lesquels il est fait référence à un empereur Napoléon, et qu'à l'inverse, Napoléon se refuse d'écrire aux Anglais puisqu'il ne serait considéré que comme le général Bonaparte. C'est en effet un problème qui peut paraître un petit peu secondaire, presque ridicule, mais qui est en réalité une véritable question de principe. Et au-delà de ces histoires de titres, les Anglais renforcent petit à petit la surveillance autour de Napoléon. Au fur et à mesure de la captivité, la liberté de Napoléon va être progressivement réduite. Au départ, on n'a pas vraiment réfléchi à tout ça, parce que les gens ne connaissent pas Sainte-Hélène. Et donc, les Anglais qui arrivent avec Napoléon, ils doivent d'abord apprendre à connaître l'île. Donc, on va le laisser un petit peu, alors bien sûr, toujours un peu accompagné par des officiers anglais, mais on va le laisser un peu se promener, on va le laisser un petit peu galoper. Et puis, au moment où on va l'installer à Longwood, là, il va y avoir un périmètre de sécurité. Et à partir du coucher du soleil, il est extrêmement resserré autour de la maison, hein.
les sentinelles sont quasiment sous les fenêtres de Napoléon. Mais ceci étant dit, il a le droit de sortir de façon totalement libre dans un périmètre qui lui semble très réduit, mais quand on va sur place et qu'on voit quel était ce périmètre, il y a de quoi se promener. Et puis s'il veut sortir du périmètre, il faut qu'il soit accompagné d'un officier anglais. Alors Napoléon refuse d'abord d'être accompagné par un officier anglais, enfin il leur joue quelques mauvais tours, il se met à galoper, à les semer, enfin, etc. Et puis après, plus tard, il va complètement refuser de sortir, en disant que même les limites de promenade sont pour lui les murs d'une prison. Donc Napoléon ne va pas jusqu'au mur de sa prison. Le général Gourgaud, compagnon de l'exil de Napoléon, est témoin des premières tensions avec l'amiral Cockburn. L'empereur me raconte que l'amiral est parvenu à se faire recevoir de Sa Majesté, qu'il l'a vertement blâmé de sa conduite et lui a reproché les factionnaires placés autour de la maison. Il lui dit « La postérité ne manquera pas de reprocher à l'Angleterre de m'avoir laissé 2 mois dans une seule pièce fort mal installée, dans l'impossibilité même de prendre des bains. » L'amiral, fort déconcerté, a promis de faire tout ce qu'il dépendait de lui pour améliorer notre position. Mais ne peut, d'après ses instructions, laisser Sa Majesté sortir de l'enceinte sans être accompagné d'un officier. Autre restriction inacceptable pour Napoléon, sa correspondance dorénavant sera surveillée par les Anglais. Napoléon ne peut pas écrire à l'extérieur comme il le veut, d'autant plus que s'il le faisait, il utiliserait son titre d'empereur. Thierry Lenz. Donc ça, c'est inadmissible pour les Britanniques. Et puis, on a toujours peur que Napoléon corresponde avec des amis politiques, voire avec d'anciens militaires qui voudraient venir le libérer. Donc, il faut que les courriers soient remis ouverts au gouverneur. Et ça, évidemment, Napoléon ne peut pas le tolérer. Ce qui fait que pendant l'exil de Sainte-Hélène, on a très peu de lettres de Napoléon. Il n'a quasiment pas écrit officiellement à l'extérieur, même si l'on est sûr qu'il a eu une correspondance clandestine, peut-être pas très volumineuse, mais elle a existé, c'est certain. La suite de Napoléon est un peu plus libre. Juridiquement, le seul prisonnier à Sainte-Hélène, c'est Napoléon. Les autres ne sont pas prisonniers. Ce sont des volontaires qui accompagnent Napoléon pour le servir et lui faciliter la vie. Donc on ne leur impose pas tellement de règles de sécurité. On sait par ses mémoires que Montholon est sans arrêt en ville et va voir les autorités. Le général Bertrand, c'est la même chose. Même les domestiques arrivent à aller au marché, à être un petit peu libres. D'ailleurs, un d'entre eux, Cipriani, va en profiter pour faire un petit peu d'espionnage. La suite, elle, peut communiquer avec l'extérieur. La bulle, un petit peu, où on ne fait pas ce qu'on veut, c'est Longwood et ses environs. Ni en sortant, ni en entrant, d'ailleurs. Dès qu'on entre dans les limites de Longwood, on est dans un palais impérial, et par conséquent, l'étiquette y est très stricte. Napoléon a quand même une certaine autorité naturelle qui lui permet d'imposer le respect autour de lui. Charles-Éloi Vial. Donc quand il est là, personne ne moufte, personne n'ose élever la voix, il y a un respect parmi tous les Français qui l'ont accompagné, ils continuent à se comporter comme s'ils étaient aux Tuileries. Napoléon dicte des ordres très nets sur la façon dont doit fonctionner sa maisonnée, c'est-à-dire que les cuisines, l'office, les écuries, la chambre, tout ça c'est une sorte de réduction du fonctionnement du palais des Tuileries et l'étiquette continue à s'appliquer. Donc en fait, le quotidien est régi par la volonté de l'empereur et personne n'ose outrepasser ou contredire ses ordres. Donc il y a cette idée vraiment que Longwood est une sorte de palais d'exil, de palais miniature, mais un palais quand même. C'est la résidence de l'empereur, de toute façon, c'était déjà le cas pendant toutes les campagnes militaires. L'endroit où l'empereur loge, c'est le palais. Donc personne ne se pose la question dans son entourage. C'est le palais impérial. Les règles du palais impérial s'appliquent. Napoléon a expliqué lui-même pourquoi il maintenait cette étiquette à Longwood. C'est, au fond, la seule chose de l'Empire qui lui reste. Il ne gouverne plus, il n'a plus d'armée, il n'a plus rien. Il lui reste
son titre d'empereur, et ce titre se manifeste, se concrétise par l'existence de règles protocolaires, l'existence ou le maintien d'une étiquette très stricte, et véritablement sur cet aspect, il ne transigera jamais. C'est ce qui explique ces bisbilles avec le gouverneur, mais c'est ce qui explique aussi les grandes colères qu'il va avoir contre son entourage à chaque fois que l'étiquette ne sera pas respectée. Mais les Français présents à Sainte-Hélène ont beau essayer de conserver une forme d'étiquette impériale d'apparence, quand on gratte le vernis, ce n'est guère reluisant. Les intrigues et les disputes entre eux vont devenir de plus en plus nombreuses. Longwood, c'est un lieu fermé, dans lequel se retrouvent de fortes personnalités, à commencer par celle de Napoléon, évidemment, mais dans laquelle on a aussi des besoins humains. On a besoin d'être apprécié, on a un peu d'ambition aussi, même dans ce lieu très fermé, très minuscule, on a besoin d'amour. Donc il y a des histoires dans les ménages, il y a des histoires, par exemple entre Napoléon et Albine de Montholon, très probablement elle a été sa maîtresse. Napoléon a très probablement essayé de se rapprocher de la femme du général Bertrand qui ne voulait pas en entendre parler. Donc vous voyez, tout ça, ça crée des tensions entre les hommes et les femmes de cette petite communauté, y compris chez les domestiques. Il y a bien sûr, les gens ne peuvent pas toujours s'aimer, donc là, on se méfie par exemple de Cipriani, qui a l'air d'être une espèce de petit espion, voire même d'un agent double. Dans cette ambiance parfois étonnante, parfois pathétique, parfois révoltante, je pense notamment au comportement du général Gourgaud, il y a quelques personnalités qui émergent par, on va dire, leur sens du service, ou voire même leur sens de l'honneur. On parle du général Bertrand, évidemment, mais on parle aussi chez les domestiques de Louis Marchand, le valet de chambre de Napoléon, éventuellement du Mamelouk Ali, qui se tient un petit peu à l'écart de toutes ces histoires. Mais il y a au fond, chacun a sa petite histoire individuelle de Sainte-Hélène. Plusieurs se marient à Sainte-Hélène, ils ont des enfants, le général Gourgaud fait monter des prostituées, on prend des cuites. Voilà, alors autour du sanctuaire des appartements de l'empereur, il se passe des choses qu'on pourrait appeler la vie. Le pire intrigant de tous était sans doute le général Gourgaud, qui est d'une jalousie maladive. Il déteste Albine, la femme du général Montholon. Il suffit de lire des extraits de son journal pour se rendre compte du niveau de ses mesquineries. Madame Bertrand me dit que Sa Majesté a dit à son mari que je ne devais pas raconter que Madame de Montholon était bien avec lui, que c'était faux, qu'elle était trop laide, que ça pourrait se mettre dans les gazettes et faire du tort. J'assure à Madame Bertrand que je ne parle pas à qui que ce soit de cette Montholon, que ce serait lui faire plaisir, qu'elle est bien avec Sa Majesté, qu'elle couche avec, etc. Pauvre Montholon, quel rôle jouez-vous ? L'empereur nous fait demander. Il joue au billard avec la Montholon. Cette dernière fait tout ce qu'elle peut pour faire la passionnée avec Sa Majesté. Yeux doux, pieds en avant, robe passée à la taille. Enfin, elle cherche à faire la belle. Et ce n'est pas facile. Le personnage le plus détestable dans l'histoire, c'est le général Gourgaud qui, lui, est d'une jalousie extrême et a des sentiments à fleur de peau et amoureux et perdu de Napoléon. Il ne supporte pas que quelqu'un s'approche de Napoléon de trop près. Il grogne. Pierre Branda. Et il est comme ça, véritablement, il devient méchant. Il menace Lascaz et puis il provoque en duel Montholon, parce que alors que sa femme soit devenue la maîtresse de son maître, ça, il supporte pas. Et pour lui, c'est vraiment impossible. Donc il va le provoquer plusieurs fois en duel, ce qui va entraîner son départ aussi, parce que Napoléon va finir par lui dire « Écoutez, c'est plus possible, il faut partir. » Je veux dire, donc Gourgaud est devenu un personnage qui a en partie perdu la raison à Longwood, il n'est pas le seul, à Sainte-Hélène, mais bon, voilà. Et va devenir comme ça le personnage un peu détestable de l'histoire, et Longwood va se transformer en huis clos, un petit peu comme même beaucoup d'ailleurs, comme la pièce de Jean-Paul Sartre qui conclut sa fameuse pièce huis clos par l'enfer, c'est les autres. Les conflits et les disputes vont prendre une telle ampleur au sein de la petite communauté française que Napoléon doit empêcher Gourgaud et Montholon de se battre en duel, comme l'explique ce dernier dans ses mémoires. L'empereur n'est pas sorti de la journée. Il est souffrant et morose. Les moindres circonstances sont trop souvent dans la captivité le prétexte d'une explosion de mauvaise humeur. Je n'accuse aucun d'entre nous. Je dis les faits. Un duel dut avoir lieu. L'empereur le sut. Il nous désarma en nous disant avec l'émotion d'un père « Vous voulez vous battre sous mes yeux ? Ne suis-je plus l'objet de tous vos soins ?
Vous avez quitté vos familles, vous avez tout sacrifié par amour pour moi et pour partager mon malheur, et vous allez volontairement l'aggraver, me le rendre insupportable? Soyez frères, je vous l'ordonne. Je vous le demande comme votre père. Il y a peut-être pire que les disputes et les conflits à Sainte-Hélène. L'ennui. Les jours passent lentement et se ressemblent. Ce passage des souvenirs du général Montholon illustre parfaitement cette monotonie déprimante. 3 navires en provenance d'Europe sont signalés. Nous espérons des lettres, des journaux. L'empereur monte à cheval et se dirige sur le point le plus élevé du plateau pour apercevoir ses vaisseaux. Chaque bateau qu'on signale a sur nous l'effet de l'électricité. Il faut avoir connu les souffrances de la captivité pour comprendre les rêveries de l'imagination du prisonnier. Il faut avoir été témoin de l'influence de cette situation sur une pensée aussi forte que celle de Napoléon, pour concevoir les rêveries, les souffrances d'un prisonnier politique. Alors, pour tromper l'ennui, pour le vaincre, on écrit. Qu'il s'agisse de Napoléon, de ses compagnons d'exil, des Anglais, des serviteurs, tout le monde couche ses sentiments, ses souvenirs sur le papier à Sainte-Hélène. Et ce qui est très frappant à Sainte-Hélène, c'est que tout le monde écrit. Tout le monde a compris que cet exil de Napoléon est quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire et que en avoir été le témoin est important. Alors ils écrivent bien sûr pour eux-mêmes, ils écrivent peut-être sans doute pour publier puis ensuite gagner de l'argent, mais ils écrivent aussi pour laisser trace de ce que Napoléon leur a dit, de ce que Napoléon a été pendant cet exil, ce qui fait qu'on a sur l'exil de Sainte-Hélène une documentation quasiment infinie, à la fois les écrits des Français, mais aussi le moindre Anglais qui va venir se promener aux alentours de Longwood, et à plus forte raison ceux qui vont être reçus par l'empereur, vous en écrivent des pages et des pages. Jamais Napoléon n'a été autant sous le feu des projecteurs qu'au moment où il était à Sainte-Hélène, et d'ailleurs y compris dans des aspects extrêmement intimes, presque dérangeants à certains moments. Je pense notamment aux mémoires du général Gourgaud, où on assiste à des scènes extraordinairement humaines de la part de Napoléon. Je me trouvais en tête-à-tête avec celui qui avait gouverné le monde. Il m'entretenait familièrement de lui, de ses actions privées, comme si j'avais été là des années. Nous marchions des heures entières, surtout le soir, quand la lune était belle. Jamais l'empereur n'était plus causant, ni se trouvait de distraction plus complète. C'est dans la longueur de sa conversation qu'il racontait son enfance, les premières années de sa jeunesse, les détails de sa vie privée. On est sûr que Lascaz a immédiatement compris ce qu'il pourrait tirer d'accompagner Napoléon en exil. D'ailleurs, ça n'est pas péjoratif que de le dire, mais on est dans une époque où c'est l'écrit qui fait foi. Et donc, Lascaz a tout de suite compris la chance qu'il avait de pouvoir passer du temps avec Napoléon, de pouvoir le questionner, de pouvoir même parfois débattre avec lui. Et donc, je crois qu'il faut qu'on remercie le ciel que Lascaz ait eu cette idée, parce qu'on a, notamment d'ailleurs sur le manuscrit original, un témoignage de première main, un témoignage assez crédible, même si Lascaz est confit d'admiration devant Napoléon. L'amiral Cockburn, qui s'est occupé de la surveillance de Napoléon dans un premier temps, est bientôt remplacé par un personnage qui va jouer un rôle important dans la captivité de Sainte-Hélène. C'est le gouverneur Hudson Lowe. Il nous raconte lui-même dans son journal sa première entrevue avec Napoléon. J'eus ma première entrevue avec lui à 4h de l'après-midi. Le général Bertrand nous reçut dans la salle à manger qui sert d'antichambre et aussitôt il m'introduisit dans une pièce intérieure où je trouvais Bonaparte debout, son chapeau à la main. Comme il ne m'adressa pas la parole lorsque j'entrai et qu'il paraissait attendre que je lui parlasse, je rompis le silence en disant « Je suis venu, monsieur, vous présenter mes devoirs. » Vous parlez français, monsieur, à ce que je vois. Mais vous parlez aussi italien. Vous avez commandé un régiment corse ? Je lui répondis que le langage était égal, et sur le champ, il commença dans cette langue une conversation qui dura une demi-heure. Il me demanda combien d'années j'avais au service. 28, lui répondis-je. Je suis donc un peu plus vieux soldat que vous. Dont l'histoire fera mention d'une manière bien différente, répondis-je. Il sourit, mais ne dit rien.
Alors Napoléon, quand il arrive, est content d'apprendre sa nomination parce qu'il sait que c'est un soldat qui a aussi combattu sur le même champ de bataille que lui. Donc il se dit, bon, peut-être je peux établir un lien direct avec lui et ce sera plus facile que, voilà, je pourrais tenter un certain nombre de choses. Mais or que, en fait, Tsuen-Lo est totalement obtus et résiste complètement à ces tentatives de séduction et Napoléon s'en aperçoit très vite. Il lui parle en italien, donc Lo connaissait aussi l'italien. Enfin bon, il essaie d'avoir un rapport direct avec lui. Il faut savoir que Napoléon parlait en italien qu'avec les gens de confiance. Hein. Donc on voit bien qu'il essaie d'établir un pont, mais Lo reste roide, froid. Il a un comportement bizarre. C'est quelqu'un qui se dandine quand il parle. Il reste évasif. Il est poli, il est obséquieux, mais en même temps il est fier. Et en fait, d'entretien ça se dégrade. Les deux hommes finissent par se fâcher. À la lecture des souvenirs de Montholon, on constate à quel point les relations se sont vite détériorées irrémédiablement entre Hudson Lowe et Napoléon. L'arrivée du navire l'Adamante fut pour Sir Hudson Lowe l'occasion de venir à Longwood et de demander à être reçu par l'empereur pour lui communiquer des dépêches de son gouvernement. La conversation fut longue et animée. Elle se termina par ces paroles de l'empereur. En résumé, monsieur, je ne veux rien de vous. Je ne vous demande qu'une chose, laissez-moi tranquille. Je me plaignais de l'amiral, mais je lui ai toujours rendu la justice de reconnaître qu'il avait le cœur du soldat, et j'ai toujours eu pleine confiance en son honneur. Depuis 1 mois que vous êtes ici, vous m'avez ôté toute confiance en vous. Je m'attends à tout de la part de vos ministres. Me voilà, exécutez vos ordres. Sont-ils d'avis de me faire mourir par le fer ou le poison ? J'ignore comment vous vous y prendrez par le poison, mais quant à me tuer par le fer, vous m'avez prouvé que vous en aviez le moyen, lorsque vous êtes venu menacer mes officiers de faire enfoncer à coups de baïonnette la porte de ma chambre qu'ils se refusaient à vous ouvrir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous vous couvrez d'opprobre à mon égard, et que vos enfants rougiront du nom que vous leur laisserez. Ainsi le voudra la postérité. Les relations entre Napoléon et Lo vont être mauvaises dès le début. D'ailleurs, les deux hommes ne vont se rencontrer que 5 ou 6 fois, ce qui montre bien que Napoléon a une forme de mépris pour cet adversaire. Et surtout, il a bien compris que Lo voulait se hisser à son niveau, ce que lui ne pouvait évidemment pas tolérer. Mais il est muni d'ordres assez sévères, en fait. Pierre Branda. Il a pour consigne, par exemple, de réduire la suite de Napoléon. On trouve que Napoléon a trop de Français autour de lui, donc il faut en faire partir le maximum. Et si Napoléon peut finir tout seul, c'est tant mieux. Parce que son supérieur, Lord Bathurst, qui est le ministre de la guerre et des colonies, déteste Napoléon. Lo a des consignes assez sévères, quand même, qu'il doit appliquer. Mais alors, comme il est maladroit, il les applique mal. Alors, des fois, il essaie de compenser, mais... Par exemple, après tout ça, il invite Napoléon à sa table, mais voilà, lors d'une visite d'un personnage important à Sainte-Hélène, il invite Napoléon, mais il invite le général Bonaparte. Donc en fait, Napoléon est furieux. Et Napoléon croit que c'est une vexation faite à dessein, que c'est voilà quelque chose que Hudson Lowe cherche à le vexer, alors que Hudson Lowe ne comprend même pas qu'il le vexe. Donc c'est un dialogue de sourds entre eux, en fait, et qui va conduire à alourdir l'atmosphère. Et là, à partir de ce moment-là, à partir d'avril 1816, Hudson Lowe arrive en avril 1807 seulement, eh bien, c'était une guerre ouverte entre Longwood, la résidence de Napoléon, et Plantation House, la résidence de Hudson Lowe, car effectivement, tous les coups là vont être rendus et on ne cédera plus un pouce de terrain. Le climat va devenir détestable, véritablement, et on passe à un affrontement de tous les instants. Napoléon et Hudson Lowe ne s'entendront jamais. Le gouverneur de Sainte-Hélène se plaindra souvent aux compagnons de Napoléon du comportement de ce dernier, comme on peut le lire dans les souvenirs du maréchal Bertrand. Il écrit : Le gouverneur est arrivé à Hudsgate comme le grand maréchal en sortait. Il est descendu de cheval et lui a dit : J'ai eu une grande conversation avec le général. C'est un homme avec qui il est impossible de traiter aucune affaire.
C'est la manière la plus extraordinaire de parler. Il a commandé. Il veut que les choses se fassent toujours comme il veut. Et précisément comme il l'entend. Il a fait une Espagne imaginaire, une Angleterre imaginaire. Il veut faire une Sainte-Hélène imaginaire. J'ai examiné les comptes. Il est impossible que les dépenses continuent sur le même pied. Le gouvernement ayant compté sur une diminution du personnel a diminué les fonds. Je vous écrirai à ce sujet. Quoique j'eusse préféré traiter cela avec Napoléon, mais je crains qu'on ne s'entende pas. Je crains même une scène. Vous avez fait dire que vous manquiez de domestiques à Longwood ? Si vous en prenez, ils devront être payés sur les fonds du général. Je crois devoir vous prévenir. Pourtant, malgré cette ambiance détestable, Napoléon garde espoir. Son étoile lui sourira encore, il en est convaincu, et il pourra quitter Sainte-Hélène un jour. Napoléon pense qu'il y a une possibilité d'avenir pour lui. Alors, quel est cet avenir ? Est-ce que c'est un avenir politique ? Est-ce que c'est un avenir de changement de lieu de captivité ? Est-ce que c'est une libération totale qui lui permettrait ensuite de vivre soit aux États-Unis, soit en Amérique du Sud, soit en Angleterre ? Bon, on ne sait pas exactement parce que lui-même n'a pas vraiment détaillé ses projets. D'ailleurs, en avait-il ? C'est même une question qu'on peut se poser. Bon, il a cru longtemps qu'on allait adoucir sa captivité une fois passé l'émotion du retour de l'île d'Elbe, une fois la paix revenue en Europe, on se serait dit, au fond, voilà un homme politique retraité, donc on va le laisser finir son âge tranquillement. Il faut quand même noter que Napoléon a entre 46 et 51 ans pendant l'exil de Sainte-Hélène. C'est donc encore un homme jeune. C'est un homme qui a de l'énergie, qui est réputé avoir beaucoup d'ambition et qui en a encore probablement beaucoup. Donc on le surveille d'autant plus que, aux yeux de beaucoup, il représente encore un danger pour la paix en Europe, voire même pour la paix en Amérique et en Amérique du Sud notamment, parce que il y a eu des projets de création d'une espèce d'empire à la tête duquel on mettrait, si on ne pouvait pas Napoléon, on mettrait Joseph Bonaparte. Bon, tous ces projets n'ont même pas connu de début d'exécution, mais enfin, ce sont des projets qui existent et qui inquiètent tous les diplomates, parce que les diplomates aiment bien se faire peur, et donc il faut bien qu'ils aient quelque chose à dire à leur gouvernement. Et on voit notamment l'ambassadeur de France aux États-Unis, qui s'appelle Hyde de Neuville, qui est un ancien des conspirations anti-napoléoniennes, qui lui, au moindre bruit, au moindre napoléonien qui passe dans la rue, alerte immédiatement le monde entier sur les dangers que représente Napoléon. Le coup de grâce vient du congrès d'Aix-la-Chapelle qui se tient en 1818. Fin 1818, il y a un nouveau congrès international qui se réunit à Aix-la-Chapelle qui doit décider de l'évacuation des troupes qui continuent à occuper la France depuis 1815. Donc c'est un congrès assez important. Effectivement, la France va retrouver une certaine liberté d'action. Et on y discute également du sort de l'empereur. Il est hors de question de libérer Napoléon, et c'est le russe Pozzo di Borgo, donc qui est un Corse passé au service de la Russie, qui a une vendetta personnelle contre Napoléon. Pozzo di Borgo va lire un très long rapport où il va parler de Napoléon comme l'homme dont la funeste célébrité n'a pas encore cessé d'agiter le monde, et le comparer à la puissance destructrice de la Révolution française concentrée en un seul homme. Donc il est hors de question de le laisser quitter Sainte-Hélène, il faut qu'il y reste, il faut qu'il y soit confiné jusqu'à la fin de ses jours, et c'est une condition sine qua non pour que la paix soit maintenue en Europe. La déception de Napoléon à l'arrivée des nouvelles du congrès d'Aix-la-Chapelle est terrible. On peut presque dire qu'il va entrer en dépression à ce moment-là. Il avait un peu d'espoir, et puis l'espoir le faisait vivre, il faut bien le dire. Et on peut se demander si le désespoir ne le fait pas un peu mourir, parce que c'est à partir de ce moment-là que sa santé va se dégrader, qu'il va plus sortir, qu'il va avoir l'air un petit peu plus mélancolique. C'est véritablement un choc, et c'est probablement le tournant de la captivité, c'est-à-dire on passe d'un Napoléon qui reste, on va dire, globalement en forme, très actif, et puis qui continue à avoir des tas de projets, à un Napoléon qui se laisse aller et qui se laisse peut-être doucement glisser vers la mort. De nombreuses fois, le comte de Lascaz dépeint le désespoir de Napoléon dans son mémorial de Sainte-Hélène. L'empereur marchait dans le jardin. Nous étions autour de lui. La conversation est tombée de se retrouver un jour en Europe, de revoir la France. Mes chers amis, vous autres, vous la reverrez, nous a-t-il dit, avec un véritable sentiment, avec une expression impossible à rendre. Non, pas sans vous. Nous sommes tous écriés. Cela a conduit à analyser de nouveau les chances probables de sortir de Sainte-Hélène. Et l'empereur ne voyait pas trop comment cela pourrait arriver. L'impression est faite. Elle est trop profonde.
Ils me craindront toujours. Et puis, au fait, qu'aurait-on à craindre? Que je fasse la guerre? Je suis trop vieux. Que je courusse encore après la gloire? Je m'en suis gorgé. Que je recommençasse des conquêtes? Je n'en fis pas manie, elles étaient le résultat d'un grand plan. Je dirais même plus de la nécessité. Elles furent raisonnables dans leur temps. Aujourd'hui, elles seraient impossibles. Elles étaient exécutables alors. Il serait insensé d'en avoir l'intention à présent. Pour ajouter à la dépression de Napoléon, les départs de ses compagnons d'exil vont commencer. En effet, sa suite peut partir si elle le souhaite. Elle n'est pas prisonnière comme lui. Les mémoires de Bertrand montrent comment les Français étaient tiraillés entre le désir de rester pour servir leur empereur et celui de quitter cette île maudite. On connaît la position du grand maréchal. Il a annoncé qu'il voulait s'en aller. Il regrette de quitter Napoléon et restera tant qu'il pourra. Il est entre le désir de ne pas abandonner Napoléon et le désir qu'a sa femme de revoir l'Europe. Il lutte. Lascaz et Montholon ont fait de grandes phrases de devoir. Ils veulent rester. Cependant, voulant partir, ils cherchent un moyen de le faire honorablement. Dans leurs lettres particulières, ils ne parlent pas de la manière dont l'empereur est traité, mais d'eux-mêmes. Ils écrivent des injures pour se faire renvoyer. Gourgaud est le plus sage. Je suis tranquille. Ils ne veulent pas s'en aller. Observe l'empereur. L'empereur se trompe. Beaucoup vont le quitter, à commencer par le comte de Lascaz, l'auteur du futur mémorial de Sainte-Hélène. Les circonstances de son départ sont confuses. Lascaz est-il parti de son plein gré? A-t-il organisé sa propre expulsion avec ou sans l'autorisation de Napoléon? On ne le saura probablement jamais, mais enfin, voilà un homme important qui a quitté assez tôt d'ailleurs, fin 1816, la suite impériale. Napoléon est profondément attristé par le départ de celui avec qui il échangeait ses souvenirs. Mon cher comte Lascaz, arraché il y a 15 jours d'auprès de moi, vous êtes enfermé depuis cette époque au secret, sans que j'aie pu recevoir ni vous donner aucune nouvelle. Votre conduite à Sainte-Hélène a été comme votre vie, honorable et sans reproche, j'aime à vous le dire. On attendait un prétexte de saisir vos papiers. Comme tout porte à penser qu'on ne vous permettra pas de venir me voir avant votre départ, recevez mes embrassements et l'assurance de mon estime et de mon amitié. Soyez heureux. Votre dévoué, Napoléon. L'histoire de Napoléon à Sainte-Hélène, c'est aussi une longue série d'abandons. Lascaz, qui est pris par accusé de correspondance clandestine, mais qui finit par partir finalement de son plein gré, si je puis dire, puisque Tsunlo lui avait proposé de rester, il refuse, il veut absolument partir, ce qui déçoit Napoléon. Ensuite sera la mort de Cipriani, aussi son maître d'hôtel, un Corse qu'il avait à son service depuis l'île d'Elbe, qui est un peu son maître espion, qui intrigue pour lui à Sainte-Hélène, qui meurt de maladie en mars 1818. Après, c'est le départ de Gourgaud, juste après, insupportable, jaloux, Napoléon obligé de le renvoyer. Donc déjà, sa suite, petit à petit, s'amenuise. Il y a d'autres départs, de domestiques, etc. Donc Napoléon est de plus en plus seul. Napoléon est un affectif, quelqu'un qui aime le contact et qui redoute d'être seul, en fait. Et il y a une présence, quelqu'un qui compte, Albine de Montholon, même sa maîtresse, a-t-il eu un amour sincère pour elle? On n'en sait rien, mais enfin, toujours est-il que, du réconfort très certainement. Et en fait, Albine de Montholon part en 1819 parce que elle a accouché d'une petite fille, elle a des enfants en bas âge, elle craint pour leur santé, elle n'en peut plus, elle aussi, de cette île, de cette atmosphère, etc. Et ça, ce départ d'Albine de Montholon, c'est une véritable cassure dans l'histoire de la captivité. Napoléon s'effondre moralement. Il dira d'ailleurs à son mari, depuis le départ de votre femme, sur ma tombe, il ne croit plus que des ronces. En fait, c'est quand même dur comme expression. Et d'ailleurs, Montholon, qui reste, lui, Napoléon a obtenu que le mari reste. Pour ça, il les a payés. Il alterne entre la menace, l'intimidation, la récompense. Enfin, Napoléon est un peu un homme désespéré qui tient à conserver sa suite et avoir quelque chose, parce que sinon, enfermé dans son périmètre de 3 km, il se meurt littéralement. Mais il perd encore Albine et finalement, il reste Bertrand et de plus en plus à l'écart
garde Longwood, il lui reste Montholon, mais Montholon est sans arrêt présent. Il décrira ses tours de garde à Longwood comme quelque chose d'assez assommant, mais bon, il n'est plus qu'un personnage, et dans le même temps, Napoléon s'affaiblit. Il y a encore ses domestiques, pas tous, mais voilà, Napoléon est de plus en plus isolé et commence à entrevoir que effectivement Sainte-Hélène peut être sa fin, qu'il peut y terminer son existence. Il faut bien voir qu'à Sainte-Hélène, il y a vraiment une chape de plomb qui pèse. Charles-Éloi Vial. L'ennui est terrible, le climat est atroce, Napoléon est souvent invivable, donc la vie à Sainte-Hélène est vraiment très pénible. Donc il n'est pas étonnant que dès 1816 ou 1817, certains de ses proches soient tentés de jeter l'éponge et de demander leur retour en Europe. C'est ce que va faire Lascaz en utilisant des moyens détournés fin 1816. En 1818, là aussi, Gourgaud, qui n'en peut plus de Napoléon, qui s'est brouillé complètement avec lui, va demander à être rapatrié en Europe. Tsonlo va très volontiers le renvoyer en Angleterre. Ensuite, il ne reste plus que le couple Montholon, le couple Bertrand et les domestiques marchands et alliés. En gros, c'est vraiment le noyau dur qui reste avec Napoléon. Madame de Montholon va partir fin 1818 également parce qu'elle en a assez du climat, elle veut revoir sa famille, donc elle quitte Longwood, ce qui d'ailleurs navre Napoléon qui s'était beaucoup attaché à elle. Donc il ne reste plus en fait que Montholon et Bertrand. La comtesse Bertrand est souvent malade, elle est souvent au lit, elle est enceinte, elle fait plusieurs fausses couches, elle se dispute aussi un petit peu avec Napoléon qui lui aurait, semble-t-il, fait des avances. Donc Napoléon est très seul. Il a un grand officier, son grand maréchal du palais et un général chambellan qui se relaient quotidiennement, jour après jour, auprès de lui. Et ils finissent eux aussi par se disputer, ils se disputent entre eux, ils se disputent avec Napoléon. Ils se détestent, il y a une forme de rivalité. Il y a aussi l'intérêt du testament de Napoléon qui commence à apparaître à partir du moment où sa santé commence vraiment à décliner, qui va avoir le plus gros héritage. Et enfin, fin 1819, on a ce qu'on a appelé la petite caravane, c'est-à-dire qu'il y a quelques compagnons d'exil supplémentaires qui sont envoyés d'Europe, ce qui va permettre de relâcher un petit peu la pression. C'est-à-dire que il y a par exemple un prêtre, Bonavita, et les Français sont dans un tel état de dépression qu'ils ne pensent plus qu'à une chose, c'est à mourir. Ils ont peur de la mort, ils sont hantés par l'idée de la mort, ils sont ravis de voir un prêtre et ils vont assister à la messe avec plaisir. Même Napoléon va assister à la messe parce que ça l'occupe probablement. Il va y avoir un médecin, donc qui est le médecin, le docteur Antomarchi, qui va soigner Napoléon. Donc ça permet de relâcher un peu la pression. En 1819-1820, le temps qu'on fasse connaissance, que de nouveaux équilibres se créent au sein de la maisonnée, ça relâche un petit peu la pression. De plus en plus isolé, de plus en plus déprimé, Napoléon voit sa santé se détériorer petit à petit. Montholon, un des derniers fidèles, écrit. L'empereur m'a dit... Je perds mon énergie. Je ne vivrai pas 2 ans. Je ne dors plus de ce bon sommeil qui me reposait la tête. Je m'assoupis. Je me rappelle mes fautes. C'est comme un cauchemar continuel dès que je ferme les yeux. Allons, travaillons. Et il se mit à me dicter des notes comme correction à la description de l'Égypte. En arrivant à Sainte-Hélène, Napoléon est un homme relativement jeune, mais qui n'est pas dans un état de santé florissant. Thierry Lenz. Toute sa vie, comme vous, comme moi, Napoléon a subi les maladies, le temps qui passe, et donc il n'est pas spécialement en bonne santé. Alors il se trouve que le climat de l'île, malgré tout ce qu'on en a dit, est assez propice au rétablissement de cette santé, un petit peu d'activité, il continue à faire du cheval, bon, etc. Et on peut dire que jusqu'à l'année 1819, sa santé est acceptable. Le problème, c'est que après l'annonce des décisions du congrès d'Aix-la-Chapelle, Napoléon va être touché par ce que nous appellerions aujourd'hui le stress. C'est-à-dire que voilà un homme qui n'a plus de perspective. Cet homme toujours en mouvement, cet homme qui regarde toujours vers l'avenir, cet homme qui ne tient pas en place, il sait qu'il va mourir là. Il a 49 ans, donc il n'est pas au bout de sa vie.
Et très probablement, cet état de stress a favorisé le développement des maladies dont il souffrait. On savait depuis très longtemps qu'il souffrait de l'estomac. Il a eu des crises assez fréquentes sous son règne. Il souffrait de dysurie, donc difficulté à uriner depuis très longtemps. Donc ce sont des crises assez douloureuses. Et puis, il a eu tout ce qu'on attrape sous les tropiques, des chauds et froids, des rhumes, etc. Mais par exemple, son ulcère à l'estomac, qui à un moment est devenu quand même une maladie très très ennuyeuse pour lui, s'est très probablement accéléré au moment où il a été soumis au stress. Et là, il va complètement baisser les bras. C'est-à-dire qu'il ne va plus travailler du tout. En 1818, physiquement, il n'est plus en forme, donc il a du mal à travailler de manière soutenue, et il a eu déjà beaucoup de mal à terminer son livre sur les 100 jours. Son livre sur les 100 jours, qui va paraître fin 1818 en Angleterre, qui va là aussi passer relativement inaperçu, parce que c'est un livre qui est très peu objectif. On a l'impression que Waterloo était une victoire, en fait. Donc c'est un petit peu gênant. Après 1819, donc Napoléon va vraiment avoir un terrible coup au moral. Il va s'arrêter d'écrire. Tout ce qu'il va faire, c'est lire. Il va lire, il va annoter éventuellement des ouvrages et il va dicter quelques petites notes, mais ce sont souvent des notes très courtes. Notamment, il va faire une note sur Jules César, il va faire une note sur Frédéric II, donc il se réfugie un petit peu dans ses souvenirs ou dans le temps passé. Il cherche à fuir sa situation. Il va aussi écrire à un moment, il va dicter une note sur le suicide, ce qui montre forcément qu'il a un petit peu des idées noires. Donc 1819, sa santé décline de manière dramatique, il ne sort presque plus. 1820, ça va un peu mieux. Dans les 6 premiers mois de 1820, il connaît un léger mieux puisque le médecin Tomarky lui a conseillé de faire de l'exercice et de prendre l'air. Ce sont des conseils de base et vraiment de simple bon sens, mais Napoléon va les appliquer et ça va aller mieux parce qu'il va faire un peu de jardinage, il va redessiner les jardins de Longwood, il va bêcher un petit peu et puis surtout il va régenter quelques dizaines d'ouvriers et c'est ça surtout qui va lui remonter le moral. Donc Napoléon va mieux, puis son moral décline à nouveau à partir de juin 1820, sa santé décline également. Et à partir, on va dire en octobre 1820, on voit déjà qu'il a très mauvaise mine. À partir de janvier 1821, là on comprend qu'il n'en a plus que pour quelques mois à vivre. Napoléon ne sort plus de Longwood, ne fait plus d'exercice. Il a du mal à se nourrir. Les souvenirs d'Ali, son serviteur, montrent qu'il comprend qu'il va bientôt vivre un long calvaire. Il sait qu'il va mourir dans des conditions difficiles. En rentrant de sa promenade, il passait au salon et se couchait sur son canapé. Et là, comme un homme anéanti, il restait quelques minutes pour reprendre haleine et se reposer. Laissez-moi respirer, disait-il, et posait alternativement les yeux sur Monsieur de Montonlon et sur nous. Il ajoutait : je ne sais ce que j'ai à l'estomac. La douleur que je ressens est comme celle que ferait un couteau qu'on y aurait enfoncé et qu'on se plairait à remuer. Quand il était un peu reposé, il faisait rapprocher la table et se mettait en devoir de manger. Mais il n'avait pas plutôt porté à sa bouche les premières cuillerées de son potage que l'appétit disparaissait tout à coup. Il se recouchait sur son canapé, où il restait environ 1 heure, et allait ensuite se mettre au lit. Depuis que l'empereur vivait dans cet état de malaise, il n'avait plus le courage de s'habiller. Il répétait souvent : « Oh, pauvre moi !» Prochain épisode, la mort et la légende. Napoléon va affronter la maladie et sa propre fin avec courage. Mais ce n'est pas sa dernière bataille. Il veut absolument préparer sa postérité, sa légende. On aura beau retrancher, mutiler, supprimer. J'ai refermé le gouffre de l'anarchie et débrouillé le chaos. J'ai créé un code de loi qui portera mon nom aux siècles les plus reculés. J'ai livré 50 batailles rangées que j'ai presque toutes gagnées. Je me suis élevé de rien à être le plus grand monarque. J'étais la voix des temps nouveaux. Sur quoi pourrait-on m'attaquer qu'un historien ne puisse me défendre ? J'ai confiance dans l'histoire. J'ai eu de nombreux flatteurs et le moment présent appartient aux détracteurs acharnés. Mais la gloire des hommes célèbres est comme leur vie, exposée à des fortunes diverses. Il viendra un jour
où le seul amour de la vérité animera des écrivains impartiaux. Merci à Emmanuel de Waresquiel, Pierre Branda, Charles-Éloi Vial et Thierry Lenz. Avec Jean Furst dans le rôle de Napoléon et Alain Éloi pour tous les autres personnages. Tous les épisodes de la série Le Crépuscule de l'Aigle, consacrés aux dernières années de Napoléon, sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.